Sophie Briand-Guimond, on va regarder ensemble les unes de la presse régionale pour commencer et avant de revenir sur les sujets évoqués dans le journal. D'abord, la une des dernières nouvelles d'Alsace. Retraite, faute d'accord, Bayrou vante des avancées. Le Premier ministre, on l'a entendu, il a défendu le bilan du conclave, pointant notamment les progrès sur la retraite des femmes qui ont eu des enfants ou encore sur l'âge de départ à taux plein. Les négociations vont se poursuivre, dit-il. La deuxième une, c'est celle de la Charente libre. Crise du cognac, on nous a menti. Soutenu par le personnel d'autres maisons du cognac, des salariés de Courvoisier, une entreprise de Charente débrayée à Jarnac. Devant le siège de l'entreprise, ils s'opposent au plan social vécu comme une trahison. Ça fait partie des conséquences des taxes Trump. Et puis la deuxième une, c'est celle de la Provence. Des chercheurs ayant fui Trump accueillis en Provence. Marseille est notre avenir, disent-ils. 39 universitaires américains inquiétés par Trump, sélectionnés par l'université d'Aix-Marseille pour intégrer le programme Un refuge pour la science. Ça leur permet de poursuivre leurs recherches sous pavillon français. De quelle une avez-vous envie de nous parler ? J'aurais envie de vous parler des trois. Allez-y. On va parler des retraites dans quelques instants. Non, si alors peut-être commencer par la une de la Provence parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. En particulier sur les chercheurs français qui vivent à l'étranger et qui vivent aux États-Unis et qui sont très inquiets de tout ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Donc que l'université puisse accueillir un certain nombre de chercheurs, c'est évidemment une chance extraordinaire pour la France. Je crois qu'à l'heure où on coupe dans les budgets, en particulier de l'enseignement supérieur, pouvoir faire ça, c'est absolument cardinal. Maintenant, j'ai une inquiétude sur la réalité budgétaire de tout ce qui va pouvoir se mettre en œuvre sur un niveau national. Que l'université d'Aix-en-Provence puisse le faire, c'est très très bien. Mais le gouvernement et l'État ne suivent pas. Voilà, exactement. C'est quand même un des budgets dans lesquels on coupe le plus sur le dernier projet de loi de finances, mais ce n'est pas la première année où l'avenir de nos enfants qui passent avant tout par l'enseignement et par l'enseignement supérieur est coupé en réalité. Vous voulez nous parler des droits, des conséquences sur le cognac aussi ? Alors, le cognac aussi, puisque c'est une des conséquences des taxes Trump et une inquiétude. Moi, j'avais eu l'occasion déjà de venir ici pour parler de ça, puisque je me suis rendue aux États-Unis au moment où il y avait les annonces des taxes Trump. La filière du cognac, c'est une des filières sur lesquelles on a le plus travaillé. Enfin, le gouvernement a le plus travaillé pour essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. De toute évidence, il y a encore d'énormes efforts à faire. Mais ça vous montre encore une fois l'incertitude dans laquelle on est en train de vivre actuellement et des changements qui sont en réalité quotidiens. Et des changements de calendrier, parce qu'hier, les États-Unis ont dit qu'ils envisageaient de repousser à nouveau l'entrée en vigueur des droits de douane. C'était prévu au 9 juillet. D'un côté, on peut se dire que c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est un sursis qui finalement fait planer encore plus d'incertitudes ? En fait, pour Donald Trump, c'est un moyen de pression immense. Enfin, la façon dont il joue sur le calendrier, la façon dont on est incapable de dire si c'est en juillet, en août, en septembre ou jamais, c'est une façon de gagner du temps et de mettre de plus en plus de pression sur les Européens et donc sur la France. On va revenir sur Trump, mais on va parler longuement de ce Conseil européen, parce qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés hier par les 27, avant de parler des questions internationales, un sujet qui concerne directement nos agriculteurs, puisqu'on parlait des producteurs de cognac. Les agriculteurs, ils sont inquiets sur le Mercosur. Hier, Emmanuel Macron a redit que le traité Mercosur était inacceptable en l'état. Est-ce que vous pensez qu'il sera en mesure de s'opposer à son entrée en vigueur ? Alors, c'est toute la question d'être dans l'Union européenne et évidemment, on n'est pas les seuls à décider. La France a des moyens de pression, mais de là à dire qu'ils seront suffisants, c'est difficile de le dire. Moi, j'ai juste une précision sur le terme de Mercosur, parce que j'entends beaucoup au Sénat qui s'intéresse évidemment en premier lieu à cette question, on est pour ou contre le Mercosur. Le Mercosur, c'est quoi ? C'est avant tout une intégration latino-américaine. Donc c'est un peu comme dire on est pour ou contre l'Union européenne. Je pense qu'il faut vraiment à chaque fois revenir sur le traité parce qu'on est pour le Mercosur. Moi, en tant que franco-argentine, je suis évidemment pour le Mercosur. Simplement, là, on est sur un traité spécifique qui peut atteindre évidemment très fortement les agriculteurs. Oui, et Emmanuel Macron dit bien en l'état. Ça veut dire que selon lui, il y a moyen de le revoir. Oui, bien sûr. Alors après, le sujet n'est pas nouveau. Ça fait des mois et des années que ça traîne et à un moment donné, il va quand même falloir obtenir des avancées concrètes. Autre sujet abordé hier au Conseil européen, c'est la question des sanctions contre la Russie. Les 27 qui ont décidé de prolonger ces sanctions de 6 mois, puisqu'il faut les réacter tous les 6 mois. Est-ce que ces sanctions, elles ont de réelle efficacité ?
Oui, elles ont évidemment tout leur intérêt, ne serait-ce que symbolique, parce que c'est important de marquer notre opposition à la Russie et à la guerre qui est en train d'être menée en Ukraine. Donc c'est un message à Vladimir Poutine. Voilà, c'est extrêmement important de les maintenir et d'avoir pu les prolonger, parce que c'était pas forcément une évidence. Certains pays membres de l'Union européenne n'étaient pas forcément favorables au fait de les prolonger. Donc sur ce point-là, c'est quand même une bonne chose. Est-ce que la présidence de Donald Trump révèle les difficultés de l'Union européenne aujourd'hui? Énormément. Parce que, mais c'est pas nouveau, mais c'est vraiment une révélation des failles qu'il peut y avoir au niveau européen et la difficulté à avoir une voix forte et unie qui pèse à l'international. Parce que on a beau critiquer la méthode de Donald Trump et les décisions qu'il peut prendre, en réalité, le monde tourne autour de lui actuellement. Et c'est lui qui est faiseur de guerre ou faiseur de paix. Mais aussi parce qu'on l'a vu dans le conflit Iran-Israël, l'Union européenne, elle est incapable de peser? Oui, elle est très peu capable de peser. Et c'est grave. C'est grave parce que l'Union européenne s'est construite sur la paix. Et qu'actuellement, on n'a aucune voix qui porte à l'international. On devrait beaucoup plus insister sur la nécessité le droit international, c'est pas quelque chose qui se fait et se défait. Il a été oublié dans ce conflit, le droit international? Je pense parce que la force est passée au-dessus de tout. Et c'est une réalité. Mais je pense que notre rôle en tant qu'Européens, et le rôle du Conseil européen en premier lieu, c'est de revenir à l'importance du droit international et de la diplomatie. On ne peut pas en permanence, ne serait-ce que parce que ce serait un précédent ou des précédents importants, oublier tout ce qu'on a construit depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron, on l'a entendu dans le journal, qui s'est exprimé cette nuit, notamment sur la question du nucléaire iranien. Il dit le pire des scénarios après les frappes américaines, dont il dit qu'elles ont été efficaces, serait une sortie de l'Iran du traité de non-prolifération. Est-ce que, selon vous, il y a un risque que ce soit encore pire qu'avant ces frappes du côté iranien? Il a raison. Moi, je le rejoins sur ce point. Parce que les dernières annonces iraniennes vont dans ce sens et sont très inquiétantes. Justement, là, on ne sait pas ce que sont devenus 400 kilos d'uranium enrichi. Il est plus que jamais temps de pouvoir contrôler sur place, même si l'accès, évidemment, n'a jamais été entier, à ce qui va se passer avec cet uranium enrichi. Or là, on sent que l'Iran recule sur le plan des contrôles de l'AIEA. Et ça, c'est évidemment très grave. Qu'est-ce que vous savez, vous qui êtes sénatrice des Français de l'étranger, il y a eu des questions qui se sont posées sur nos compatriotes qui sont présents en Iran, en Israël. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui de ce rapatriement? On en est où? Alors, il y a eu plusieurs phases dans ce rapatriement. Là, depuis le cessez-le-feu, évidemment, il y a une accalmie. Les avions reprennent progressivement. Il y a deux situations qui sont différentes. Il y a le cas d'Israël, où en réalité les rapatriements principaux, c'était ceux de touristes qui étaient bloqués aussi bien à Tel Aviv que dans tout Israël. Et donc, il fallait évidemment pouvoir les rapatrier le plus vite possible, surtout pour les cas les plus urgents, parce que vous avez toujours des personnes qui sont démunies sur un plan financier, qui n'avaient pas l'intention de rester autant de temps sur le territoire israélien, qui sont malades, qui ont des traitements médicaux à suivre. Et ça, c'était une urgence. Et puis ensuite, vous avez le cas des Français en Iran. En réalité, il reste très peu d'expatriés. C'est principalement une population binationale, donc qui n'a pas vraiment vocation à rentrer en France, puisqu'ils sont installés là-bas de façon durable, mais qui, au moment d'une crise, veulent évidemment rentrer. Et même si je salue énormément le travail qui a pu être fait par le ministère des Affaires étrangères, par le Centre de crise et de soutien, qui est évidemment très important dans ces moments-là, force est de constater que je pense qu'il va y avoir et que ce serait nécessaire d'avoir une lecture sur la façon dont cette crise a été gérée, parce que la façon dont ça a été fait n'était pas 100% opérationnelle. Nous, sur le terrain, on a rencontré beaucoup de difficultés. Il y a eu des failles de la part du Quai d'Orsay? Énormément. Alors, sur quoi, par exemple? Sur des cas particuliers, parce que, évidemment, si vous prenez le cas des Français en Iran, en réalité, ceux qui étaient à Téhéran devaient aller par leurs propres moyens jusqu'à la frontière arménienne, en général. Et là, ils y allaient seuls,
pour des raisons de sécurité. Mais c'est des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens, même financiers, de pouvoir aller jusqu'à la frontière. Ensuite, il y avait une prise en charge consulaire et ils passaient à Erevan. Mais on a eu des cas... Mais ça veut dire qu'il faut revoir le dispositif de gestion de crise au Quai d'Orsay. Alors, je ne dis pas que tout fonctionne mal, mais le centre de crise et de soutien, quand il a été créé à la base, il a été créé pour gérer 2 crises simultanément. Or là, on est dans un monde, et les moyens ont augmenté de ce centre de crise et il s'est réformé depuis, mais on est dans un monde où le nombre de crises peut considérablement augmenter et c'est ce qui se passe. Et donc en ce moment, le centre de crise et de soutien, il peut se retrouver à gérer 6 crises en même temps. Et ce qu'on a constaté là, c'est que je pense qu'il y avait une saturation des lignes. On a eu beaucoup de retours de Français en Israël qui n'arrivaient pas à joindre le centre de crise et de soutien, qui appelaient n'importe qui, n'importe quoi, même qui appelaient, je ne sais pas, l'ambassade d'Israël en France, comme si l'ambassade d'Israël en France pouvait faire quelque chose. Donc, il y a vraiment une réponse. Et encore une fois, c'est pas une critique, mais c'est dans le sens où je pense qu'il faut profiter du fait que justement, là, on a un cessez-le-feu, une accalmie sur un conflit qui peut à n'importe quel moment recommencer, pour revoir, nous, nos propres process et voir ce qu'on pourrait améliorer. On va passer à l'actualité nationale, marquée par 2 sujets. Les retraites, on va en parler dans quelques instants, mais également le budget. Contexte budgétaire compliqué. 2e réunion hier du comité d'alerte des finances publiques. 40 milliards à trouver, ce qui nécessite l'accord de tous, a redit le ministre de l'économie Éric Lombard. On fait le point avec Quentin Calvet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Sophie Briand-Blimont. Bonjour. Et Quentin, le suspense monte à quelques jours de la présentation du budget par le gouvernement Bayrou. Et voilà, François Bayrou qui a promis une présentation d'un plan global d'ici à la mi-juillet. Parmi les seules choses que l'on sait vraiment, c'est que le gouvernement vise un déficit de 5,4% cette année, 4,6% l'année prochaine. Pour tenir ces objectifs, il faut déjà faire des économies supplémentaires dans le budget actuel. Hier, le gouvernement qui a annoncé de nouvelles coupes à hauteur de 5 milliards dans le budget et il cherche à en trouver 40, vous le disiez Oriane, pour le budget de l'année prochaine. Alors, quelles sont les pistes avancées ? Alors, pas de hausse généralisée des impôts, c'est une première information. Le gouvernement qui veut d'abord réduire les dépenses. Tous les ministères sont appelés à faire des efforts, hormis la défense. Écoutez, dimanche dernier, la ministre des Comptes publics, c'était sur notre antenne. Nous avons, et je l'ai dit, annoncé que nous voulions baisser dans tous les ministères les dépenses qui n'ont plus lieu d'être. Le grand moment maintenant qui nous attend, c'est qu'on a eu ces échanges qui sont des échanges d'une équipe qui a un rendez-vous de courage avec le pays et les Français. Nous aurons ensuite un moment où le Premier ministre présentera ce plan global qui tient sur des convictions fortes. Parmi les pistes envisagées, on lit que le gouvernement pourrait aussi ne pas remplacer certains départs à la retraite des fonctionnaires ou encore rallonger leur délai de carence tout en maintenant le gel du point d'indice. Ces mesures pourraient rapporter 14 milliards. Le gouvernement espère aussi réformer les agences et opérateurs de l'État sans que l'on sache véritablement combien cela pourrait rapporter. Les collectivités locales, enfin, qui pourraient être sollicitées, peut-être avec une année blanche, vous savez, avec des budgets qui seraient comme ça bloqués sur ceux de l'année dernière. Alors Sophie Briand-Guillemont, qu'est-ce que vous pensez de ces pistes ? Est-ce que les 40 milliards, selon vous, c'est un objectif atteignable ? Moi, ce que je constate, c'est qu'on est en train de passer sur une logique purement comptable du budget. C'est-à-dire que le budget, c'est quoi en principe ? C'est la mise en application d'un projet politique. Or, actuellement, on est en train de dire il faut couper, on va continuer à faire ça. On ne sait pas, et le Parlement en premier lieu, sur quel budget exactement. On sait que tout le monde est concerné. Et en réalité, on demande, et en premier lieu d'ailleurs au Sénat, d'aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Donc on peut évidemment explorer toutes les pistes, mais il faut quand même se rappeler qu'un budget, c'est à la fois des dépenses, mais aussi des recettes, et que du côté des recettes, il y a peut-être encore des choses à faire. Donc vous êtes de ceux qui, comme par exemple à gauche, proposent de faire contribuer ceux qui le peuvent, augmenter certains impôts ? Je pense que le sujet de la justice fiscale est très important, ne serait-ce que pour refaire cohésion et que les Français puissent se réintéresser à la question budgétaire réellement.
réellement. Mais donc, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait des réformes structurelles ou quelque chose d'ambitieux, on remettrait tout à plat. On le voit, c'est pas du tout ce qui est en train d'être proposé par le gouvernement, aussi parce qu'il y a la situation politique très compliquée, une Assemblée nationale ingouvernable, ce qui fait qu'on ne peut avoir que ces mesures très à droite à gauche. C'est bien ce qu'on comprend. Évidemment, c'est un peu du bricolage budgétaire. On va chercher là où on peut, mais il n'y a aucune stratégie. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. On n'a aucune stratégie sur la réalité et surtout sur l'impact de ces économies budgétaires. Oui. Gérard Larcher qui a dit cette semaine « Comment faire si nous ne travaillons pas plus ?» Il y a un calcul très simple à faire. Si nous travaillons 1 heure de plus par semaine, on aurait les 40 milliards nécessaires. Est-ce que c'est strictement impensable? Il ne faut pas s'interdire de réfléchir à cela. C'est ce qu'il a dit cette semaine à l'agence France Presse. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que tous les Français travaillent 1 heure de plus? Est-ce que c'est réaliste? Alors, on peut évidemment explorer toutes les pistes et le président du Sénat peut évidemment exposer celle-ci. Elle n'est pas plus inintéressante que d'autres, bien au contraire. Maintenant, je pense que si c'était si simple, on pourrait d'ores et déjà s'en sortir. Or, la réalité, c'est que c'est un petit peu plus complexe. Et encore une fois, on n'a pas de vision. On n'a pas de vision. Parce que le gouvernement s'était engagé à faire participer les groupes, y compris les groupes d'opposition. Avec chaque fois, il dit c'est une méthode nouvelle cette année. Il n'y a rien de neuf. Non, alors des concertations, il y en a. Oui. Et moi, vous en savez vous avez des informations précises qui vous sont données dans ces concertations? Alors, mon groupe a été reçu à travers la présidente du groupe RDSE et un des commissaires aux finances cette semaine par le ministre de l'économie. Et le message qu'on a porté, c'est celui-là, c'est-à-dire des coupes budgétaires sans vision politique, en dehors de mettre encore plus en difficulté les Français et notre avenir, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà. Et il faut retrouver des recettes aussi en face. Et il y a des pistes à explorer encore sur ce point. Et notamment sur le social. On en parle dans quelques secondes. Le temps de remercier Quentin. Quentin, à tout à l'heure. Oui, je reviendrai dans le club pour évoquer le reste de l'actualité de la semaine. Ouais. Et ce sera à suivre dans une demi-heure. Sur la question sociale, on a entendu hier François Bayrou défendre l'utilité de ce conclave. Est-ce que pour vous, ce conclave, ça a été un échec? Alors, oui, c'est un échec. Maintenant que tout n'est pas à jeter... Je dois défendre François Bayrou. Hein. Oui, alors, mais je comprends, mais moi, à sa place, je ferais... Il dit qu'on ne comprend pas si on dit que c'est un échec. Non, alors, la méthode est intéressante. On ne peut pas être contre le fait de mettre les partenaires sociaux autour de la table. Et mon groupe, qui est précisément transpartisan et pour le dialogue, ne peut pas être contre cette méthode. Maintenant, si ça avait été une réussite... on n'aurait pas eu la conférence de presse qu'on a eue hier. Et voilà, sur ce conclave, il n'y a pas eu de fumée blanche. En principe, un conclave, on n'en sort pas jusqu'à ce qu'il y ait de la fumée blanche. Là, c'était fumée noire. Évidemment, il y a des choses qu'on va retenir de ce conclave, qui ont été exposées notamment hier. Il y a des avancées qui vont être considérables. Je pense notamment au travail des femmes. Maintenant, voilà, on va voir sur la suite du calendrier, notamment et sur la pénibilité aussi, où le Premier ministre dit qu'un accord est possible. Il donne rendez-vous à l'automne dans le budget de la sécurité sociale. C'est le bon rendez-vous? Alors, c'est sur le plan purement législatif, c'est là où effectivement nous on vote ces réformes. Donc oui. Maintenant, même si un budget, on sait, un budget, on vote de manière politique, ça veut dire qu'il a peu de chances de passer ce budget à l'Assemblée. Est-ce que du coup, c'est pas un peu un jeu de dupes? C'est une façon sûrement de gagner du temps. Maintenant, la question de la pénibilité ne peut pas être aussi simple, sinon il y aurait eu un accord. Donc je ne suis pas certaine que ce soit une question de quelques semaines. Les socialistes, ils maintiennent leur motion de censure et elle sera examinée mardi. Vous comprenez ce choix? Les socialistes sont dans leur rôle, c'est un signal politique qu'ils envoient. Maintenant, la réalité, c'est que cette motion de censure ne va pas être votée puisque le RN a d'ores et déjà annoncé qu'il ne suivrait pas et qu'en réalité, le vrai rendez-vous politique pour ce gouvernement, ce sera à la rentrée. Où là, le RN a dit qu'il pourrait voter une motion de censure sur le budget. Ça veut dire qu'il y a un risque, pour le coup, de chute du gouvernement. Ça veut dire que c'est leur façon de maintenir la pression sur le gouvernement et d'obtenir le plus de choses possibles dans la vision RN. Vous souhaitez qu'elle aboutisse, cette censure? Non, je ne pense pas que ce soit le moment. Et la vraie discussion, en tout cas pour le Parlement, c'est vrai qu'elle va se faire à l'automne, à la rentrée. Vous qui êtes sénatrice des Français de l'étranger, qui avez un regard sur ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'il faut revoir, selon vous, le modèle social français? Le modèle social français est extraordinaire.
Et je pense que sur un point de vue des Français de l'étranger, c'est les premiers à le voir lorsqu'ils partent à l'étranger. Parce que c'est très rare qu'on vive dans un pays où il y a la sécurité sociale, où les retraites fonctionnent de cette façon, où on ne doit pas toute la vie réfléchir à la façon dont on va passer sa retraite et de quelle façon. Donc, non, c'est une de nos immenses richesses, notre modèle social, et il faut absolument le préserver. Donc, du point de vue des Français de l'étranger, je pense qu'on se rend compte tous les jours de la chance qu'on a. Allez, on va terminer par l'actualité dans nos régions. On va aller à Gien, dans le Loiret. On retrouve Alexis Marie. Bonjour Alexis, merci d'être là. Journaliste à la République du Centre. Avec vous Alexis, on va parler des municipales. Et on a décidé de faire un tour d'horizon à 9 mois du scrutin et on a essayé d'avoir les tendances et de connaître un petit peu les intentions des uns et des autres, particulièrement à Orléans où Serge Grouard, le maire d'hiver droite, fait un petit peu durer le suspense pour savoir si oui ou non il va se lancer dans un 5e mandat, mais a priori il devrait y aller. Et à l'échelle du département, on se rend compte que tout le monde avance ses pièces sur l'échiquier, mais on attend quand même la rentrée pour vraiment affirmer ses ambitions. Et on se rend compte aussi que le RN, notamment dans le Montargois, est en train d'avancer et de mettre quelque part en avant une stratégie qui semble, elle aussi, se décliner à l'échelle de la métropole orléanaise. Et donc, à cette occasion, Madame la sénatrice, je voulais vous demander, le mandat qui s'achève a été marqué par le Covid, par des démissions de maires. Est-ce que pour vous, ça reflète la difficulté et la fragilité de cette fonction aujourd'hui ? Je pense que vous soulevez un point qui est très important. Parce que effectivement, et moi j'ai pu le constater surtout à travers mes collègues, la difficulté des maires à faire leur travail et à le faire avec une certaine sérénité, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Mais ça reflète aussi un certain désengagement citoyen, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu très difficile de s'impliquer, et on le voit dans tout. On le voit dans le nombre d'adhérents dans les partis politiques. Voilà, aujourd'hui, la façon de s'engager, c'est quoi ? En réalité, c'est de s'impliquer dans une association. C'est là que se trouve la vraie vie locale et politique au sens noble du terme. Donc non, sur les maires, il y a urgence. C'est un sujet qui préoccupe énormément le Sénat. Il y a une loi qui a été votée au Sénat l'année dernière qui a tardé à être inscrite à l'ordre du jour pour améliorer justement les conditions des maires qui est actuellement devant l'Assemblée nationale, et on n'a pas très bien compris pourquoi on a mis autant de temps à la faire passer à l'Assemblée nationale. Donc non, sur ce point, il y a urgence, et il y a urgence aussi à tenter par tous les moyens de renouveler ce que sont les maires. Aujourd'hui, les maires, je crois que c'est 80% d'hommes, et il y a moins de 3% des maires qui ont moins de 40 ans. Ou 30 ans. Donc c'est vraiment, il faut renforcer à la fois la parité, le fait que la jeunesse puisse se réimpliquer en politique, et ça passe évidemment par des façons... par insister sur le fait que c'est important. Et pour poursuivre ce que vous dites, Sophie Briante-Guimond, lors de ces municipales, Alexis, il y aura de nouvelles règles sur la question de la parité. Tout à fait. Pour les communes de moins de 1000 habitants, ce sera la fin du panachage où on pouvait un petit peu, de manière peut-être désuète, rayer des noms sur les listes, rajouter des noms. Enfin bref, ça ressemblait plus à une liste de courses qu'un bulletin de vote. Et donc aujourd'hui, dans ces petites communes, il va falloir mettre en place la parité. Alors c'est sûr que certains s'en prévalent parce que ça veut dire que des opposants vont pouvoir rentrer dans les hémicycles de ces petites communes. Et puis d'autres, à contrario, créent un petit peu au loup, à l'image du maire de Trinay, qui est un petit village beauceron qui compte 200 habitants. Alors peut-être que l'exemple est un peu excessif, mais en tout cas, eux, il y a 11 élus et il y a 11 hommes. Bon, avant de ce dernier scrutin en 2020, il y avait des femmes qui siégeaient, mais là, force est de constater qu'il n'y a que des hommes. Et donc du coup, ce maire dit, c'est un petit peu dommage qu'on remette en cause cette réalité, parce que moi j'ai des gens qui s'investissent et finalement il va falloir que je fasse des choix. Mais bon, c'est comme ça, la parité, elle a été mise en place, elle va être donc applicable pour ce scrutin. Et je voulais vous demander, Madame la sénatrice, est-ce que cette évolution dans la vie démocratique locale, mais vraiment pour les petites communes, est-ce que pour vous il y a
Il y a un écart entre la loi et l'esprit de la loi, ou est-ce qu'il faut y aller, il faut forcer pour justement que les femmes aient leur mot à dire dans ces toutes petites communes? Moi, je pense, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, que si on n'avait pas mis en place les règles de parité, on n'aurait pas beaucoup de femmes aujourd'hui, et en particulier au Sénat. Au Sénat, c'est un bon exemple. Enfin, vous avez. C'est un passage obligé pour vous. Oui, c'est un passage obligé. Moi, j'ai personnellement voté favorablement sur la fin du panachage et le fait d'introduire de façon obligatoire la parité, parce que vraiment. Enfin, en tout cas, c'est la perception que j'ai. Moi, je ne serais pas là si, sur une liste, et on n'était pas obligé d'avoir la parité. Et d'avoir le fait que c'est homme-femme, et ainsi... Alors, la réalité, c'est que c'est vrai, là où vous avez raison, c'est que, et moi je le constate tous les jours, c'est beaucoup plus difficile de convaincre des femmes de s'engager dans la vie politique. Et si vous permettez que je fasse la comparaison avec les Français de l'étranger... Ouais. Juste rapidement, parce qu'il me reste 30 secondes, mais allez-y. Non, alors nous, on a des conseillers des Français de l'étranger qui sont l'équivalent d'élus municipaux, mais à l'étranger, dans chaque pays, dans chaque circonscription. Et on a cette obligation d'avoir des listes hommes-femmes, hommes-femmes, ou femmes-hommes, femmes-hommes. Et c'est ce qui nous permet, évidemment, de faire en sorte qu'il y ait des femmes françaises à l'étranger qui s'impliquent dans la vie des Français de l'étranger. Et je pense que c'est une très bonne chose, même si on a évidemment du mal à aller les chercher. Et on aura un reportage sur ce sujet, sur les difficultés dans les petites communes à constituer les listes avec la parité. Ce sera à suivre lundi dans cette émission. Alexis, qui veut être maire? C'est la une de la République du Centre ce matin. On va la regarder. Merci beaucoup. Merci Alexis d'avoir été avec nous. Et merci Sophie Briand-Guimond. Merci d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Tout de suite, c'est l'économiste Philippe de Sertine qui nous rejoint.